Bon alors Audrey, tu es chargée d'affaires chez Ventec. Est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots l'ADN de Ventec? C'est un fonds de capital risque qui investit dans de jeunes startups en Europe spécialisées dans les nouvelles technologies. Et je dirais pour expliquer notre ADN en une phrase que notre rapport principal pour les sociétés de notre portefeuille, c'est l'aide à l'expansion à l'international. Quels sont les tickets que vous investissez? Alors on fait 3 types d'investissements. De l'investissement d'amorçage via une poche d'amorçage dédiée où on investit jusqu'à 200 000 euros. Okay. On investit dans des premiers tours entre 1 et 3 millions d'euros et dans des seconds tours, des montants un peu plus conséquents, autour de 5-6 millions d'euros. Et l'idée, c'est de pouvoir investir jusqu'à 10 millions d'euros par société en réinvestissant tour après tour. On ne mettra jamais un ticket de 10 millions d'euros directement. Et préciser les secteurs? Oui, les secteurs, donc je parlais de nouvelles technologies. On investit principalement dans tout ce qui est Internet et mobile et aussi dans tout ce qui est software et hardware. Toi, Audrey, en fait, dans le nouveau fonds que vous avez levé, tu es responsable de la poche d'amorçage qui est donc spécifiquement dédiée aux startups en phase de création. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce nouveau fonds et les startups dans lesquelles vous avez déjà investi? Cette poche d'amorçage qui a été créée il y a un peu moins d'1 an, donc via cette poche, on a déjà fait 5 investissements. Parmi ces 5 investissements, on a investi dans 2 sociétés aux États-Unis, une société en Turquie, une société en Espagne et une société en France. Donc cette poche d'amorçage, elle nous permet vraiment d'investir partout dans le monde. Donc là, en à peine 6 à 9 mois, vous avez déjà investi dans autant de sociétés. C'est vrai que notre système d'investissement dans les entreprises qui sont beaucoup plus jeunes, il est beaucoup plus rapide. Et on est moins exigeant parce qu'il y a moins de choses à montrer. Donc, typiquement, sur une société très mature, on va faire beaucoup d'audits pour vérifier que les comptes certifiés des années précédentes sont réels. Pour des sociétés très jeunes qui n'ont pas encore de revenus générés, ça va beaucoup plus vite. Donc, le processus d'investissement est beaucoup plus rapide pour ces sociétés-là. Et en termes d'activité, c'est vrai qu'on se cible beaucoup plus sur tout ce qui est Internet et mobile pour cette poche d'amorçage. Donc, parmi ces 5 sociétés, on a fait 2 investissements e-commerce, 2 investissements pure mobile, donc c'est des sociétés qui n'ont qu'une application mobile pour activité, et une activité B2B. Cette poche, elle restera limitée à 5 millions d'euros pour des investissements limités à 200 000 euros par société. Je vous laisse faire le calcul. D'accord. Et pourquoi cette nouvelle stratégie vers de l'amorçage? C'est quoi un petit peu l'idée derrière ça? L'idée, c'est de réussir à déjà aider l'écosystème entrepreneurial français. C'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y avait un moment après les premiers business angels ou tout ce qui est friends and family, c'est-à-dire l'argent qui est offert ou prêté par la famille des entrepreneurs. Et le premier tour, il y avait quand même un gros trou, un trou de financement. C'est-à-dire qu'il y a peu d'acteurs dans la chaîne qui sont disponibles pour investir à ces moments-là. Et du coup, nous qui investissons en premier tour et second tour, on a besoin d'acteurs qui ont déjà investi avant pour pouvoir trouver des sociétés qui sont arrivées jusque-là. Donc déjà, ça nous semblait important de remplir ce trou dans l'écosystème. Et ensuite, pour nous, c'est des opportunités de rentrer dans des sociétés qui ont beaucoup de potentiel. Donc il y a un fort risque sur ces investissements-là, puisque encore rien n'a été démontré, mais les retours peuvent être très intéressants vu qu'on investit en général à des valorisations beaucoup plus faibles que quand on investit dans des tours plus supérieurs. Maintenant, on va parler un petit peu comment ça se passe chez vous vraiment de l'intérieur. Combien vous recevez de dossiers à peu près par an? Et puis, quand un dossier vous intéresse, qu'est-ce qui se passe? Ok, je vais dévoiler les dessous de Ventec alors. Concrètement, on reçoit un peu moins de 1000 dossiers par an. Il faut les étudier. Quand un entrepreneur nous envoie son dossier, donc un dossier c'est un executive summary, un teaser, un mémo d'investissement, on pourra en revenir plus en détail là-dessus si vous le souhaitez. Après la réception de ce dossier, sous 2 ou 3 jours, l'entrepreneur reçoit une réponse de notre part disant qu'on est en train d'étudier le dossier. Et puis sous 7 à 10 jours, il reçoit un premier feedback. Ce feedback lui expliquant soit pourquoi on ne peut pas investir dans son projet. Alors on personnalise évidemment toutes les réponses puisqu'on lit tous les dossiers. Et soit lui dire qu'on est intéressé, qu'on aimerait aller plus loin avec lui. Et dans ce second cas, on met en place un rendez-vous entre un des partenaires de Ventec, celui qui est le plus approprié par rapport au secteur de la société en question, et l'équipe en fait de la société, l'entrepreneur principal et ses cofondateurs, s'il en a. Et en général, ce rendez-vous, il a lieu 1 à 2 semaines après l'envoi du dossier initial. Et ensuite, si tout va bien, on continue les rendez-vous et l'étude des projets.
En général, justement, par rapport au moment où la personne vous a envoyé le dossier, il faut espérer combien de mois si jamais vous êtes intéressé pour investir et que vous y allez? Ça prend combien de mois à peu près? Ça dépend beaucoup en fait de la start-up en question. Une entreprise qui est très mature, elle va nécessiter beaucoup plus de due diligence, beaucoup plus d'audit qu'une entreprise qui est toute jeune. Donc je dirais qu'en moyenne, on peut investir en 1 mois dans une société en amorçage, donc très jeune, et puis 2-3 mois dans une société un peu plus mature. Encore une fois, ça dépend vraiment de la réactivité des entrepreneurs, de la concurrence. Est-ce qu'il y a d'autres fonds qui sont intéressés également par la société ou est-ce qu'on est tout seul? Est-ce qu'il y a déjà un pacte d'actionnaires qui est créé et dans ce cas-là, on n'a plus qu'à rajouter nos propres clauses, mais on s'appuie sur quelque chose ou est-ce qu'on repart depuis le début? C'est très variable. C'est intéressant justement cette notion de concurrence entre les fonds parce que c'est vrai que vous aussi les fonds, vous cherchez aussi les meilleures pépites. Et comment vous faites pour trouver les meilleures pépites? C'est vrai qu'on ne voit pas souvent ce côté-là de notre métier. Alors, comme on l'a dit en début d'interview, chaque fonds a son positionnement très précis, ce qui fait qu'on ne regarde pas tous les mêmes sociétés et que notre cible d'investissement n'est pas la même. Donc, certaines sociétés dans lesquelles certains fonds investiraient, nous, on ne serait peut-être pas intéressés. Par contre, c'est vrai qu'il y a des sociétés sur lesquelles on est en concurrence. Alors, je pense qu'il ne faut pas trop parler de concurrence parce que globalement, les fonds sont confrères, c'est-à-dire qu'on peut co-investir dans une même société. Donc c'est assez rare qu'on arrive dans une configuration où c'est impossible de travailler ensemble, c'est impossible de se partager entre guillemets un tour et c'est impossible de collaborer. Mais ça arrive sur des petits tours où un seul fonds peut intervenir, qu'il y ait des guerres de valorisation, c'est-à-dire que chaque fonds envoie une term sheet et l'entrepreneur a le choix du roi. Souvent les entrepreneurs vont aller chercher la meilleure valorisation. Nous, ce qu'on conseille aux entrepreneurs, c'est quand même de regarder aussi l'acteur en question, le fonds. Comme je le disais, chaque fonds a ses spécialités et chaque fonds a ses arguments et ses avantages. Bon, c'est vrai que nous, on insiste beaucoup sur l'expansion à l'international, mais d'autres fonds ont d'autres arguments. Donc aussi, chaque société devrait regarder qu'est-ce qu'il recherche au-delà de l'argent. Oui. Un fonds, ce n'est pas uniquement un support financier, c'est aussi un support business. Est-ce qu'il y a un petit peu un standard qui est attendu? C'est-à-dire que, notamment pour les sociétés en amorçage, au démarrage, quand elles font une première levée de fonds, l'investisseur, lui, son état d'esprit, c'est de prendre à peu près 20 à 30% du capital. Je crois que c'est difficile de raisonner comme ça. La valorisation d'une société, elle dépend de nombreux critères. Le premier critère, c'est est-ce qu'il y a de la concurrence ou pas? Donc ça peut faire monter la valorisation entre les fonds. Donc est-ce que plusieurs fonds regardent la société? Évidemment, c'est une négociation entre l'entrepreneur et le fonds. Donc je pense que c'est difficile de répondre à cette question. J'aimerais bien donner des tips pour les entrepreneurs, mais il n'y en a pas. Du coup, Audrey, est-ce que tu pourrais nous donner quelques petits conseils pour des entrepreneurs, que ce soit au niveau de l'executive summary, du pitch qu'ils pourraient faire? Pour un executive summary, ce que j'attends moi d'un document qui me présente la société de l'entreprise, c'est d'avoir une idée de l'équipe. C'est vrai que beaucoup de gens oublient de parler de leur équipe, alors que pour nous, c'est la première valeur d'une société. Donc parler de l'équipe, parler du marché, de la concurrence, de la proposition de valeur. C'est vrai que c'est important de comprendre le positionnement de la société et parler des revenus des résultats financiers antérieurs s'il y en a eu, si on n'a pas eu des KPIs, le trafic, des chiffres clés en fait, et parler des forecasts. Ça, pour moi, c'est un bon executive summary bien complet. Pour un pitch, je dirais que nous, ce qu'on a envie, c'est d'entendre la voix du président qui est passionné par sa société. Mais souvent, ça arrive que les entrepreneurs se laissent un peu emporter par cette passion et qu'ils oublient de se structurer. Donc pour moi, un bon pitch, c'est quand même un pitch qui est basé sur une présentation, PowerPoint en général, qui est structuré, qui a un summary et qui suit ce summary. En général, quand un pitch se déroule bien, ça devient une discussion entre le fonds et l'entrepreneur avec des questions-réponses, mais toujours basées sur la présentation. Je dirais que les meilleurs pitchs, c'est ceux pendant lesquels l'investisseur pose une question et l'entrepreneur répond, c'est le slide d'après.